Salut très chers élèves et membres de la communauté Biologique Plus. J'espère que vous allez super bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une session un peu spéciale. Je vais répondre rapidement à quelques questions que vous avez posées juste après la séance de révision. Alors je sais, il y a encore beaucoup d'autres questions, mais ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai un petit peu de temps promis, je prendrai le soin d'y répondre. Pour l'instant, on va se concentrer sur quelques questions vraiment importantes. Allez, c'est parti. Alors voilà le programme du jour. On va d'abord s'attaquer au seuil du potentiel d'action, un point clé. Ensuite, on va apprendre à déchiffrer les signaux synaptiques, c'est-à-dire comment les neurones se parlent. Après ça, on va plonger dans le rôle fascinant des neurotransmetteurs. Et pour finir, on fera un petit tour du côté de l'anatomie, avec le nerf et le muscle. Un bon programme, non? Ok, on attaque direct avec la première partie, le fameux seuil du potentiel d'action. Et on va en profiter pour bien comprendre cette fameuse loi du tout ou rien. Alors, la première question que vous m'avez posée est super pertinente. C'est quoi exactement cette valeur, ce seuil magique qu'une réponse doit absolument atteindre pour qu'on puisse parler d'un potentiel d'action? Eh bien, la réponse, la voilà, moins 55 millivolts. C'est ça, le seuil d'excitation. Pensez-y comme un interrupteur. Si vous n'appuyez pas assez fort, il ne se passe rien. La lumière reste éteinte. Mais dès que la stimulation est suffisante pour atteindre ce fameux moins 55 millivolts, Eh bien là, c'est la loi du tout ou rien qui s'applique. C'est aussi simple que ça. Si la stimulation reste en dessous de ce seuil, il ne se passe rien du tout. Zéro. Nada. Par contre, si elle atteint, ou encore mieux, si elle dépasse les moins 55 millivolts, alors là, c'est garanti. Le potentiel d'action est déclenché. Et à chaque fois, il aura la même amplitude, la même force. C'est la loi. et ça amène une autre excellente question. On voit un nombre négatif et on se dit mais comment un truc négatif peut déclencher une réponse? Ça peut sembler un peu contre-intuitif, je vous l'accorde, mais la réponse est oui, absolument. Et on va voir tout de suite pourquoi. En fait, tout devient clair quand on regarde cette petite chronologie. Au départ, notre neurone, il est tranquille, au repos. Son potentiel est à environ moins 70 millivolts. C'est très négatif. Quand un stimulus arrive, ça déclenche une dépolarisation, c'est-à-dire que le potentiel devient moins négatif. Il remonte, il passe de moins 70 à moins 65, moins 60, et dès qu'il franchit cette fameuse barre des moins 55 millivolts, bing, le potentiel d'action est lancé. Donc vous voyez, la clé c'est de comprendre que moins 55, même si c'est négatif, c'est quand même plus positif que l'état de repos à moins 70. Bon, maintenant qu'on a vu comment un message est déclenché dans un neurone, voyons comment les neurones se parlent entre eux. On passe à la deuxième partie, les signaux synaptiques. On va apprendre à lire leurs courbes et à comprendre leurs messages chimiques. Et là, c'est une question très très pratique. On est face à un graphique, une courbe, et on doit dire si c'est un PPSE, donc un potentiel postsynaptique excitateur, ou un PPSI, un potentiel postsynaptique inhibiteur. Comment on fait pour ne pas se tromper? Alors en fait, c'est super simple. Il y a une règle d'or à retenir. Si la courbe monte, si elle va vers des valeurs moins négatives, donc vers zéro, ça veut dire qu'il y a une dépolarisation. Et dépolarisation, ça rime avec excitation. C'est donc un PPSE. À l'inverse, si la courbe descend, si elle va vers des valeurs encore plus négatives que le repos, c'est une hyperpolarisation. Et là, c'est une inhibition, donc un PPSI. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça monte, c'est excitateur, ça descend, c'est inhibiteur. Très bonne question suivante, est-ce qu'on peut jouer les devins? C'est-à-dire, sans même avoir la courbe sous les yeux, est-ce qu'on peut prédire si on va avoir une excitation ou une inhibition? La réponse est oui, mais il y a une condition. Il faut absolument connaître la nature du neurotransmetteur qui est libéré dans la synapse. Si on sait qu'on a affaire à un neurotransmetteur qui est excitateur, eh bien, il va forcément provoquer un PPSE. Et si au contraire on sait que c'est un inhibiteur, il provoquera un PPSI. C'est purement logique. Mais attention, il faut garder en tête que l'oscilloscope, le graphique, ça reste la preuve visuelle, la confirmation ultime de ce qui se passe réellement. Puisqu'on vient de voir que tout dépend du neurotransmetteur, il est temps de s'y intéresser de plus près. Troisième partie, le rôle de ces incroyables messagers chimiques. Et parmi les questions, il y en avait une très spécifique sur la dopamine. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un neurotransmetteur modulateur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une super question parce que c'est un concept un peu plus subtil. Un neurotransmetteur modulateur comme la dopamine, il n'est pas là pour appuyer directement sur le bouton on ou off. Son rôle, c'est plutôt d'être comme un variateur d'intensité lumineuse. Il va ajuster, il va réguler la sensibilité du neurone, le rendant plus ou moins réceptif aux autres signaux qu'il reçoit. Donc, pour résumer, son job principal, c'est de moduler la réactivité des autres neurones. Il augmente ou il diminue le volume en quelque sorte.
Mais la dopamine, elle est encore plus spéciale que ça. Elle a une double casquette. Elle peut aussi agir comme une hormone. Elle est produite par une zone du cerveau appelée l'hypothalamus, et de là, elle va aller influencer une autre glande, l'hypophyse, pour réguler par exemple la libération de la prolactine. C'est vraiment un messager multitâche. Et pour faire un petit tour d'horizon rapide et répondre à une autre question, voici un tableau récapitulatif de quelques neurotransmetteurs très connus. Vous voyez, l'acétylcholine et le glutamate, ce sont les grands excitateurs. Ils provoquent des PPSE. À l'opposé, le GABA et la glycine, ce sont les principaux freins du système nerveux. Ils sont inhibiteurs, ils créent des PPSI. Et puis on a la noradrénaline qui, le plus souvent, est aussi excitatrice. Allez, on arrive à la dernière ligne droite. On a vu les messages, on a vu les messagers. Maintenant, on va zoomer sur les câbles qui transportent ces messages et les moteurs qui exécutent les ordres. Un peu d'anatomie donc, avec le nerf et le muscle. La question qui est revenue était, le nerf mixte, dans le contexte de ce qu'on étudie, il est relié à quoi au juste? Alors, un nerf mixte, il faut l'imaginer comme une autoroute, mais une autoroute à double sens. C'est un seul câble, mais à l'intérieur, il y a deux types de voies. Il y a les fibres sensitives qui font remonter les informations, le toucher, la douleur, la température, vers le cerveau. Et il y a les fibres motrices qui, elles, font descendre les commandes du cerveau vers les muscles. Ils gèrent les deux flux d'informations en même temps. Pour s'en souvenir, l'analogie du forfait de téléphone est juste parfaite. Quand on prend un forfait mixte, on n'a pas à choisir entre les appels ou Internet, on a les deux dans le même abonnement. Eh bien, pour un nerf mixte, c'est exactement la même idée. Il est à la fois sensitif et moteur. Et on termine avec la toute dernière question qui nous emmène au cœur même du muscle. C'est quoi un sarcomère? Le sarcomère, c'est tout simplement la brique de base de la contraction musculaire. C'est la plus petite unité du muscle qui est capable de se raccourcir. Si on regarde au microscope une fibre musculaire, on voit qu'elle est organisée en plein de petites sections. Chaque section, délimitée par ce qu'on appelle deux lignes Z, c'est un sarcomère. Et c'est quand des millions de ces sarcomères se raccourcissent tous en même temps que le muscle entier se contracte. Et voilà, on a fait le tour. Un grand merci pour votre attention et surtout pour vos super questions. Continuez comme ça, continuez à être curieux, continuez à poser des questions et à travailler régulièrement. Vous savez, c'est à force de pratiquer et de refaire des exercices qu'on finit par vraiment maîtriser ces notions. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve très bientôt pour d'autres révisions. Ah, et une dernière chose, le montage nous a pris pas mal de temps, alors n'oubliez pas de partager la vidéo à des camarades si ça peut les aider aussi. Bye!